Delancey, bonjour. Bonjour. Il a signé ce livre, Serge, une enquête en fait, Juifs de France, pourquoi partir, pour essayer de nous expliquer pourquoi. Une enquête, c'est aussi un livre, hein. Oui, bien sûr, c'est les deux. D'accord. Un livre enquête, allez, disons ça. Pour essayer de comprendre pourquoi certains jeunes juifs notamment décident de partir et pourquoi aussi certains reviennent. Mais avant cela, ça nous amène de Macron à Lille. Si aujourd'hui des Français juifs décident de quitter le pays, pour le coup c'est l'unité du pays qui est mise en cause en quelque sorte, puisqu'ils estiment que la France ne peut plus leur assurer notamment leur sécurité, ce car beaucoup partent pour des raisons de sécurité après les attentats islamistes. Et vous avez été à la rencontre de ces jeunes juifs pour essayer de comprendre jeunes pourquoi, et pas jeunes, hein. Jeunes ou pas jeunes bien sûr, pourquoi ils avaient décidé de partir. Quel est le verdict alors? C'est-à-dire que c'est vraiment l'insécurité, la menace qui les pousse à partir? Il y a plusieurs raisons. Dans ce livre, j'ai rencontré des centaines de gens en Israël au cours de 2 voyages. Le livre sort mercredi, donc vous le verrez, mais il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, oui, comme vous dites, sécuritaire. C'est-à-dire que après chaque attentat antisémite, en plus n'oublions pas que ce sont des attentats antisémite. Hyper Cacher, Ilan Halimi au début, en 2006. Après, il y a eu Mohamed Merah à Toulouse. J'étais hier à Toulouse, justement, pour parler de ça. Bon, il y en a eu beaucoup. Vous connaissez les chiffres, hein. Avant, il y avait des aliyas, genre 1500 personnes par an. C'est-à-dire un long fleuve. C'est le fait de quitter la France oui, et d'aller en ça veut dire en hébreu monter. Alors, à la fois, c'est une montée géographique et une montée spirituelle. C'est les deux à la fois. Donc, avant, c'était des chiffres comme ça, constants. Aucun rapport avec le 1 million de juifs russes que j'ai filmé quand ils sont arrivés en Israël, ou tous les falachas éthiopiens qui étaient très étonnés de trouver des juifs blancs. C'était très très étonnant. Bon, et là, les juifs français, donc c'était des petits chiffres comme ça, constants mais petits chiffres. Et on compte maintenant 150 000 juifs d'origine française en Israël. Donc, par exemple, après Ilan Halimi, 1781, on monte. Après 2007 et Merah, par exemple, 3400. Je suis obligé de regarder mes chiffres parce que je veux pas me bourrer. On est à 5000 à peu près aujourd'hui. Oui, non, là on est à 6000. Là on est à 6000 2016 et en 2015 près de 8000. En 2014 7000. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des chiffres exponentiels en hausse vraiment, et ça c'est très intéressant. Donc il y a l'affaire de la sécurité. C'est évident. C'est-à-dire il y a ça, c'est évident. Il y a le côté qu'est-ce qu'on va devenir. Ils disent des choses comme, je répète ce qu'ils disent, hein, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, hein, évidemment. Ce n'est plus la France que j'aime. Bon, parce que ils se sont sentis comme ça, largués. C'est vrai que la communauté française est réduite là aux aguets, d'une certaine façon. Je cite Gilbert, dont vous parlez dans votre livre, si vous le permettez. Tout juif qui se sent bien dans ses baskets veut faire son alia. Vous vous rencontrez au CCJF. Il dit c'est comme ça, et c'est fatal. En France, vu les Arabes, c'est-à-dire les islamistes, c'est Gilbert qui parle, on sera obligé de partir de toute façon. C'est terrible. Et ce discours-là de Gilbert est répété beaucoup, enfin, sous des formes différentes, etc. Ils se sentent, ceux qui ont fait leur alia pour des raisons de sécurité, parce qu'il y en a d'autres, hein, je ne voudrais pas qu'on les oublie, ceux qui ont fait leur alia pour des raisons de sécurité se sentent coincés entre une extrême droite qui monte, Marine Le Pen, hein, évidemment, une extrême gauche qui ne les défend pas et qui est plutôt anti-israélienne, et les Arabes assimilés comme ça, la population arabe, à des islamistes. Et donc tout ça fait une espèce de brouillard, comme ça, d'angoisse et de trucs comme ça, qui fait qu'ils se sentent pas ceux qui partent pour des raisons sécuritaires encore. Mais il y a, n'oubliez pas, des alliés spirituels. Oui, Daniel, là, j'allais vous le citer. Est-ce que c'est vrai ça? Si je veux, à votre avis, si je veux vivre pleinement mon judaïsme, je dois vivre en Israël. C'est vrai ou pas pour vous? Pour moi, non. Mais il y en a beaucoup. Oui, beaucoup. Daniel. Bien sûr. Ça a été même le fond de sauce, si j'ose dire, des alias d'avant. C'est-à-dire que ce problème d'identité, au cœur de notre campagne présidentielle par ailleurs, enfin bon, etc. C'est ce qui est tout à fait pour moi exaspérant. Enfin, je veux dire, bon. Pourquoi? Parce que ça m'énerve qu'on parle que d'identité. Moi, mon identité, elle est multiple. Je n'arrive pas à résumer. La gauche ne voulait pas en parler. Il y avait un tabou. Je sais. Sur ce thème-là. Je sais. Et donc finalement, vous avez laissé ça aux autres. Je sais. Comme la patrie, le drapeau, la couleur, etc. Enfin bon. Le travail aussi. Le travail. Enfin bon. Mais ça m'exaspère quand on en fait une arme politique. C'est comme la religion. C'est une affaire privée. C'est pas une affaire publique. C'est pas une affaire. Donc quand François Fillon, par exemple, dit je suis gaulliste, mais je suis chrétien, et donc je ne toucherai pas la Sécu.
C'est en gros ce qu'il a dit. Oui, d'accord, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il est chrétien, il touche pas à la sécu. Ça veut dire quoi? Chrétien, ça veut dire braski. Ça veut dire braski et humaniste. Ça veut dire braski et humaniste. C'est un peu difficile à avaler. Alors moi, je suis juif et socialo. C'est normal, hein. Je suis socialo parce que je suis juif et je suis juif parce que je suis socialo. C'est absurde. Non, mais vraiment, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Et donc, rassurons tout le monde, il y a plein de juifs de droite. Et c'est même souvent la communauté juive de droite qui part en Israël et qui va renforcer Netanyahou, d'ailleurs qui les accueille à bras ouverts en leur disant soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Là-bas, vous avez trop d'Arabes. Ça, nous, ici, on sait faire avec les Arabes. Et donc, vous serez en sécurité. Et donc ça, c'est très angoissant. C'est bon. Mais il y a le côté aussi identitaire, religieux. C'est ce qu'on vous dit sur place, d'ailleurs. L'Alliance française est de droite. Le centre de gravité de la communauté est passé de l'autre côté. C'est fini le temps des grands juifs de gauche, genre Badinter, Théoclin, Attali et les autres. Oui. Eh ben, c'est dommage. C'est dommage. Enfin, je veux dire, de gauche. Enfin, c'était des grands libéraux. Enfin, souvent de gauche, c'est vrai. Enfin, des grands libéraux, etc., qui n'étaient pas obsédés par l'idée d'Israël et la peur de l'autre. Et en Israël, Netanyahou est très populaire. Mais justement, dans un instant... Netanyahou était très populaire et il est au pouvoir en Israël. Donc même en Israël, cette tendance libérale de gauche. Mais vous savez que Netanyahou a des graves problèmes judiciaires. Oui. Donc je ne sais pas s'il va rester longtemps au pouvoir. Mais je voudrais vous dire, je ne peux encore. Oui, bien sûr. On a un quart d'heure encore. Vive le direct. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le passé juif d'Israël, le passé juif, c'est-à-dire ce que trimballe le peuple juif, pogrom, Shoah, machin, etc., risque de menacer l'actualité d'une nation. Quand ils disent, par exemple, les implantations, colonies, en Cisjordanie, tout ça, c'est pour le Grand Israël. C'est-à-dire, c'est en référence au Grand Israël, c'est-à-dire ce grand territoire qui va de la mer au etc. Et moi, j'ai dit, il faut faire très attention parce que ça, c'est le passé. C'est-à-dire, le Grand Israël, c'est quoi? C'est comme les autres qui parlent du califat, le djihadiste. Enfin, c'est comme, je veux pas dire, ils font pas des attentats. Mais enfin, il faut faire très attention parce que ça empêche d'avoir des rapports de nation. Vous voyez, Ben Gurion, en 1947, à la création d'État d'Israël, juste avant, avait fait une sorte de Yalta avec les religieux. Aux religieux, le calendrier, au fond, de la naissance à la mort, ils s'en occupent, tout ça, etc. Très bien. Et la politique, c'est aux laïcs. C'est aux laïcs. C'est une affaire de nation. C'est une affaire de politique, de pays. Bon. Et là, ça se mêle. Et ça, c'est très ennuyeux. Vous restez avec nous, Serge Moati, Juif de France. Pourquoi partir aux éditions Stock? Pourquoi partir? Quelles sont les raisons du départ? Mais surtout, certains partent sans se rendre compte des difficultés qu'ils vont rencontrer aussi sur place en Israël. Ce sera la deuxième partie de l'entretien avec Serge Moati. Merci. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC numéro 23 avec l'écrivain, le journaliste, réalisateur, producteur Serge Moati. Juif de France, pourquoi partir? Question que vous avez posée à des Juifs de France en instance de départ, certains déjà en Israël, c'est un livre enquête, voilà, beaucoup, aux éditions Stock. Question de Marianne Soubré, question de Joël Dagosseri. Oui, moi j'ai été frappée en fait dans votre livre par le côté un peu effet miroir en fait d'une communauté, une partie de la communauté juive française qui se sent finalement plus juive que française et qui veut partir en Israël, avec tous ces jeunes qui sont d'origine étrangère et qui finalement se sentent plus étrangers aussi que français. J'ai l'impression que les deux, en fait, c'est un échec de la France, quoi. C'est un échec de notre idée collective de la France et qu'on n'a plus ce souffle, en fait. On se reconnaît plus dans une identité française. Vous ne voulez pas qu'on en parle pendant l'élection présidentielle, mais pourtant, il y a ça aussi, je trouve, dans votre livre. Oui, mais oui, bien sûr, ouais. Et c'est ennuyeux. Moi, je suis juif aussi. Je n'arrive pas à me reconnaître. Et vous êtes français avant d'être juif, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je suis orphelin avant d'être tout ça à la fois. Et je suis gros. Et j'ai la calvitie naissante. Et je fais des films. Mon identité, c'est tout ça. Vraiment, enfin, c'est très important pour moi. Et je suis né en Tunisie, que j'ai quitté à la mort de mes parents. Et c'est peut-être le problème du communautarisme, en fait, que vous mettez. On peut pas vous savez, on compare souvent, comme chez Ibsen, Peer Gynt, l'identité à un oignon. Vous savez, on enlève comme ça, il y a des trucs superposés. Oui, vous le dites, ce sont les pelures, en fait. Oui, c'est ça. Et à la dernière pelure, il y a du vide. Enfin, il y a bon. Et je crois beaucoup, je le sens comme ça pour moi. Eux, ils ont choisi une identité, qui est l'identité juive. Et qui est communautaire, et qui est contre l'esprit de la France. Et j'ai très peur, moi, que dans les histoires identitaires, mon jeu se transforme en peuple,
Et mon identité contre ton identité. Et c'est ça qui m'angoisse dans les problèmes d'identité. C'est-à-dire que je m'affirme comme tel, et alors toi tu t'affirmes comme tel, et alors niqab contre équipa, quoi. Vraiment, je supporte pas. Mais par contre, je respecte totalement ce qu'ils m'ont dit. Je ne mets pas. Ils vont retrouver exactement ce qu'ils ont dit parce que c'était pas à moi de juger ce qu'ils disent. Je donne mon avis à la fin du bouquin. Je parle après de ce que je ressens moi. Mais eux, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Et c'était pas les gens que je connaissais spécialement. Moi, c'est justement ça qui m'a frappé. En fait, c'est presque votre absence de réaction, c'est-à-dire que... Ah, c'est comme ça que je travaille. Non, mais c'est vrai, mais je me suis dit, c'est étonnant. Il y a cette directrice d'école, je crois, qui dit, vous vous rendez compte, on peut même pas se balader avec un drapeau israélien en France. Et alors moi, je regarde, je fais, oui, c'est normal. Ouais. Et bon, bon, vous avez que des réactions qui sont vraiment très, très... timide. Non, c'est pas timide du tout. C'est que j'estime que la parole de l'autre est sacrée pour moi. Enfin, c'est ce que je fais. Vous les laissez s'exprimer vraiment. Oui, je ne veux pas. Ouais. Je ne veux pas. C'est comme quand je faisais mes films sur Le Pen. Ça voulait pas dire que j'étais d'accord sur tout ça. Mais je respectais absolument ce qu'il disait. C'est ma méthode de faire parler. Vous voyez, et pas de sans arrêt brandir au nom de quoi aurais-je moi des leçons à donner à ceux qui partent en Israël parce qu'ils le sentent. Ce qui est très intéressant ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que le besoin de partir, en fait, annule parfois toute réflexion. C'est-à-dire, on se dit, je suis juif, je pars, j'arrive en Israël et je vais tout avoir. Enfin, et déjà, quand je dis je vais tout avoir, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que on a notamment un dialogue avec une personne qui dit la terre promise n'est pas la terre donnée. Et en arrivant là-bas, ça coûte beaucoup d'argent de s'installer en Israël. Il faut, tant qu'à faire, parler hébreu. Et je regarde oui, en venant de France, ça te fait un choc. C'est nul côté aide sociale, sécu, protection de toutes sortes. Nul. En fait, la vie n'est pas facile en Israël. Non, pas du tout, ça se saurait. C'est pas l'Eldorado. Mais non, bien sûr que non. Et donc ça, ils découvrent ça là-bas. C'est-à-dire qu'une alia, je pense, enfin conseil que je donne, mais c'est évident. Ça se prépare vachement. On ne change pas comme ça, on passe pas de France, qui est un pays magnifique au niveau de évidemment de la protection sociale par exemple, à Israël, qui n'est pas ça du tout. Il faut préparer à parler il faut parler hébreu, il vaut mieux, Bon, et puis il y a une équivalence des diplômes, vous savez, qui fait qu'il y a non-équivalence des diplômes. C'est-à-dire qu'il y a plein de professions, vous ne pouvez pas exercer votre métier en Israël. Médecin, dentiste, je sais pas quoi, etc. Donc d'ailleurs c'est marrant, c'est du protectionnisme, mais vous l'expliquez, c'est les Russes qui font ça. C'est eux qui disent ça, c'est le lobby russe qui nous empêche, etc. Parce qu'ils sont 1 million quand même, les Russes. Oui, ils sont nombreux. Et les Français qui arrivent maintenant sont souvent dans ces métiers-là. Dentistes, médecins, machin, etc., avocats, et ils peuvent pas exercer. Donc, du coup, il y a 2 alias différentes dans le retour. Il y a 30% de gens qui font dans le sens inverse, qui reviennent en France. À 30%, c'est beaucoup. Échouent en fait et reviennent. Avec un sentiment d'échec perso. J'imagine. Sérieux, grave. J'ai raté mon aventure personnelle, etc. Et il y a aussi de l'alia Boeing, j'appelle ça. C'est-à-dire que par exemple, ils travaillent ici du lundi au vendredi midi, et ils vont passer le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi, samedi, en Israël. Et hop, ils repartent. Et d'ailleurs, c'est marrant d'aller à Roissy voir. Et vous décrivez ces femmes seules. Bilan carbone. Vous décrivez ces femmes seules, et pour certaines qui ont de l'argent, et qui s'ennuient, et qui ont le mal de la France, justement, parce que ce sont des femmes mariées à l'Alia Boeing. Et moi, ça m'a frappé aussi. Ces femmes qui, en fait, elles tournent en rond, parce que c'est un tout petit pays, au final. C'est un petit pays coincé. Ils n'ont pas des frontières sympathiques autour d'eux, au genre où aller faire du shopping à Beyrouth ou au Caire. Non, c'est pas exactement la situation. Joël. Oui. Pardon, Pascal. Parce que je te voyais. Oui, parce que j'avais une question. Alors moi, j'en ai une qui est immédiatement disponible pour Monsieur Moatti. Sommes-nous, Monsieur Moatti, nous les Français, le dernier grand pays laïque de ce monde? Par moment, je le crains. Ça n'a jamais été très nombreux, les républiques laïques, comme vous le savez. Là, il y avait la Turquie ces derniers temps, mais bien avant. L'Égypte de Nasser. Enfin, la Tunisie, c'était pas dans la Constitution. Non, et il fallait quand même mieux pas être juif. Oui, donc bien sûr. Mais il parle de Constitution. Oui, non, et puis dans l'esprit, oui, bien quand même que le courant majoritaire qui traverse la société aujourd'hui, c'est de dire que l'espace public est neutre, que il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Enfin, la formule ce que je pense.
France. Oui, c'est aussi mon loi où il faut pas toucher un mot. C'est aussi mon point de vue. Autant je pense que la France a une histoire chrétienne, autant je pense que la République est laïque. Mais nous sommes les derniers, Monsieur Moati, les derniers des Mohicans. Mais on n'a jamais été majoritaire. Hein. Qui puis-je? Moi, je suis très hostile à ça. Et il ne faut pas que la laïcité apparaisse comme l'ennemi des religions, mais comme leur protection, au contraire, leur bouclier. Et c'est ça qui me paraît important. La laïcité qui est attaquée en ce moment par les gens qui disent on n'arrive plus à pratiquer parce que on nous dit de faire gaffe, on nous dit d'être discret parce qu'il y a les musulmans qui passent et qui nous disent arrêtez avec vos histoires de synagogues pleines de monde. Là. La laïcité nous empêche de. Non, la laïcité permet de. C'est une loi de liberté. Bien sûr, c'est une loi de liberté individuelle et collective pour des gens qui veulent pratiquer une religion. Mais il faut renouveler ça. Oui, mais enfin, il faut renouveler ça avec force. Il y a un vrai débat, là, pour le coup. Il y a un vrai débat, il y a un vrai clivage entre ceux qui sont partisans d'une laïcité positive. Macron est plutôt dans ce camp-là, au nom du libéralisme dans tous les domaines économiques et aussi sociétal. Finalement, des femmes voilées, etc., c'est pas grave. Et puis, il y a une laïcité plus intransigeante, plus peut-être parfois excessive que pourrait incarner Manuel Valls, où il faut rien transiger. Vous vous situez dans quelle laïcité? Dans la laïcité républicaine classique. Non, j'avoue que là, le pas burkini, ça vous a choqué, le burkini? Je m'en fous complètement, je trouve ça même assez sexy. Assez sexy. Ouais. Mais bon, chacun son truc. Hein. Il se trouve que j'ai une maison par ailleurs sur une plage en Tunisie et je vois ça et je vois des femmes en bikini, en burkini, en voile absolu, et tout ça coexiste. Donc, vous voyez, j'ai pas de... bon, voilà, non, donc ça vous choque pas, ça? J'ai d'autres sujets de choquerie. Joël. Et dans votre livre aussi, on a souvent entendu le discours, on dit souvent que les musulmans... C'est aussi une façon pour elle de sortir, simplement. Bien sûr. Que les musulmans ont un discours très dur envers les juifs et tout, mais dans votre livre, on voit aussi que les juifs ont un discours extrêmement dur envers les arabes. Et ça vous étonne? Non, c'est pas que ça m'étonne, mais ce qui m'étonne, c'est qu'ils veulent repartir dans un pays... Alors, ils veulent avoir la paix, donc ils vont dans un pays en guerre qui est entouré d'Arabes. Bien sûr. Ils sont entourés, ils vivent avec les Arabes. C'est le paradoxe absolu. Et c'est fou de fuir la France parce qu'il y a trop d'Arabes. On met pas son enfant dans une école publique parce qu'il y a trop d'Arabes, mais on peut aller vivre dans un pays qui est entouré d'Arabes. On vit au milieu des Arabes. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? C'était pour moi un immense mystère. Je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire qu'eux disent à cette question, parce qu'il faut leur demander et lire mon bouquin, par exemple. Et ils disent, nous, on sait leur parler aux Arabes. On sait. Parles. Oui, non, d'accord, mais enfin, c'est ce qu'ils disent. Oui. C'est ce qu'ils disent. Et puis, il y a une autre chose, ils se sentent plus en sécurité, disent-ils, je cite, en Israël, parce qu'au moins là, disent-ils, tout le monde a fait son service militaire 4 ans, 3-4 ans, etc. Les mecs sont en civil, mais armés. Et quand il y a un attentat, il est très vite déjoué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attentat. Hein, il est très vite déjoué. Je touche du bois parce que de dire ce genre de truc, après, il peut se passer des saloperies. Mais pour l'instant, en tout cas, il s'est assez vite déjoué. Et Dieu sait qu'ils ont pas que des copains tout autour, quoi. Donc, pour moi, c'est un mystère. Je suis comme vous, hein. C'est un mystère, mais je suis bien obligé de constater ce qu'ils me disent. Pourquoi est-ce qu'Avigdor Lieberman, le ministre israélien, appelle les Français à quitter le pays, à quitter notre pays et à venir en Israël? C'est pour des raisons à la fois cyniques, pardon de dire ça comme ça, genre ça fera des troupes pour l'extrême droite israélienne, ils ont besoin de ça. Ça fera des troupes pour les implantations israéliennes en territoire dit occupé. Ils sentent que ils sont proches d'eux. Donc ils font un appel au peuple, ce qu'a fait Bibi le jour de la marche républicaine, Bibi Netanyahou, le jour de la marche républicaine le 11 janvier, le 11 janvier, vous savez, après Charlie Hebdo, après l'hypercachère de ça, il venait, on vous attend les bras ouverts. Et sa ministre de l'intégration a dit, quittez cette société multiculturelle, etc., venez chercher la sécurité que vous n'avez pas en France. Et même parfois le président du CRIF a tenu des propos au dernier dîner de 2016, redonnez-nous la liberté et la fierté d'être juif. Enfin, je ne sais plus où je l'ai mis, mais enfin, c'est dans mon bouquin. C'est quand même bon. Inquiétant pour vous. Ce qu'on retrouve aussi sur les départs les plus récents, hein, pas pour ceux qui sont partis depuis longtemps, mais sur les plus récents, c'est Mera. C'est tout d'un coup, on attaque dans une école et ils disent, et ils ont absolument et totalement raison, et même moi aujourd'hui avec du recul, je me dis comment c'est possible. Ils disent personne n'a bougé. Je suis toulousaine en plus, mais je sais que les Toulousains, si vous voulez, on a été choqués. Et les Français ont été, les Français non juifs ont été choqués. Et pourtant, on n'est pas allé dans la rue. Et ben vous savez,
Je me dis, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort là-dessus. Ils disent, si l'hypercachère, il y avait eu l'hypercachère, il n'y aurait eu personne dans la rue. Et ils regrettaient le temps de Mitterrand, où Mitterrand était à la tête de la manif après l'attentat de Copernic. Quand on y réfléchit, on a tué des enfants, une petite fille à bout portant et tout, et personne ne bouge. Myriam, 8 ans, la gamine. Et je comprends ça, je comprends parce que maintenant je me dis, comment ça se fait? Même moi, je me pose la question. Je comprends, et c'est ce qu'ils m'ont dit hier, j'étais à Toulouse, là, pour ça, pour le bouquin, je parle. Et ils me disent ça. Il y a eu vous savez, dans les écoles, des minutes de silence, tout ça. Plein d'élèves, disent-ils, n'ont pas observé la minute de silence. Mais pourtant, les Toulousains, franchement, ont été traumatisés, je vous le dis. Et vous avez entendu des paroles de regret ou de remords de mecs qui commettent ce genre d'attentats? Et Mera a été applaudi quand il est arrivé en prison. Oui, c'est affreux. Mera a été applaudi. Salah Abdeslam, tu as parfaitement raison, mais dans les écoles, les exemples ont été nombreux quand même de gens qui n'ont pas voulu chanter la Marseillaise, effectivement. Donc il y a quand même un vrai problème. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je veux bien, mais il faut surtout pas entrer dans ce pessimisme noir. Désigner l'adversaire. Moi je pense, M. Moati, qu'il faut désigner l'adversaire. C'est que l'adversaire, c'est un courant de pensée. Oui, c'est un courant de pensée et il faut désigner l'adversaire et ses complices. Et son complice, dans des situations comme celle-ci, parce qu'on est dans une situation de quasi-fascisme, son complice, tous ceux qui l'aident de façon directe ou indirecte. Donc tous ceux qui sont auteurs, co-auteurs ou complices. Quand on ne condamne pas, quand on apporte un soutien direct ou indirect, eh bien, d'une certaine façon, on est complice. Et moi, je fais partie, souvent autour de cette table, j'ai des positions un peu radicales là-dessus. Il y a une forme d'islamophobie que j'assume comme Madame Badinter, parce que je considère en effet qu'il faut dire les choses, qu'il faut les désigner. Et je le dis en même temps en situation de connivence, d'amitié fraternelle avec les Français qui sont musulmans et qui le condamnent. Leur dit, sortez de vous-même pour le dire. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Si c'est ça la conclusion, je suis d'accord. Le reste, mais je suis d'accord avec la conclusion. Parlez. Oui, faites quelque chose, bon sang. Et j'ai dit ça dans une émission, parlez. On m'a dit, vous parlez en juif. Ça, j'ai pas supporté. Pas supporté. Mais ça voulait dire, c'est fou, quoi. On se renvoie la balle. Arrêtons avec ces conneries communautaires. Arrêtons, dans la République, une indivisible, ou qui ne reconnaît rien en tant que peuple, comme disait Clermont-Tonnerre, mais tout en tant que citoyen. Vous restez avec nous, Serge Moati, parce qu'on va ouvrir le Grand Prix de l'Élysée, s'il vous plaît.